Athènes, 2010. Les rues sont envahies par la fumée des gaz lacrymogènes. Des cocktails Molotov illuminent la nuit. Des citoyens en colère affrontent la police anti-émeute. Le pays est en faillite. Les retraites sont coupées, les salaires gelés. C'est l'image de l'effondrement d'une nation européenne. Maintenant, rembobinons jusqu'à aujourd'hui. Paris, la Tour Eiffel, le luxe, le champagne. La cinquième économie mondiale. Ces deux images semblent appartenir à des univers différents. Pourtant, un chiffre les relie de manière terrifiante. Un chiffre si grand qu'il en devient abstrait. 3000 milliards d'euros, c'est la dette de la France. Une montagne d'argent qui grandit chaque seconde. La question n'est plus théorique. La France, pilier de l'Europe, est-elle en train de suivre pas à pas le chemin qui a mené la Grèce au désastre? La réponse se cache dans les mécanismes invisibles de notre système financier et elle pourrait changer l'avenir de tout un continent. Pour comprendre le danger, il faut comprendre le passé. La crise grecque n'est pas arrivée du jour au lendemain. C'était l'aboutissement de décennies de dépenses publiques excessives, de corruption et d'une culture de l'évasion fiscale, le tout masqué par des statistiques de truquées pour intégrer la zone euro. Quand la crise financière mondiale de 2008 a éclaté, le château de cartes s'est effondré. Les investisseurs ont soudain réalisé que la Grèce ne pourrait jamais rembourser. Les taux d'intérêt ont explosé et le pays a été coupé des marchés. De son côté, la France sortait de la Seconde Guerre mondiale avec une économie en ruine, mais elle a connu 30 années de croissance spectaculaire, les 30 glorieuses. Prospérité, plein emploi, construction d'un État-providence généreux. Mais depuis le choc pétrolier de 1973, la magie a disparu. La croissance a ralenti, le chômage est apparu. Et pourtant, au lieu d'adapter son modèle, la France a fait un choix fatal. Maintenir son train de vie en empruntant. C'est là que notre histoire commence vraiment. L'histoire d'une lente et silencieuse addiction à la dette. 3000 milliards d'euros. Répétons ce chiffre. 3000 suivi de 9 zéros. C'est plus que la totalité de ce que l'économie française produit en une année. Rapporté à chaque citoyen, homme, femme et enfant, cela représente une dette de plus de 45 000 euros par personne. Une dette que personne n'a personnellement signée, mais que tous devront rembourser. Le plus effrayant n'est pas le montant, mais sa dynamique. Chaque année, ce chiffre augmente de plus de 150 milliards. Chaque heure, la France s'endette de près de 20 millions d'euros supplémentaires. C'est une hémorragie financière silencieuse, un train lancé à pleine vitesse vers un mur dont personne ne semble vouloir tirer le signal d'alarme. Cette montagne de dettes n'est pas le résultat d'une crise soudaine ou d'une guerre. C'est le produit d'une politique menée depuis un demi-siècle, une accumulation méthodique de promesses non financées. Cette politique a un nom, le déficit budgétaire chronique. Imaginez une famille qui chaque année dépense systématiquement plus qu'elle ne gagne. Pour boucler ses fins de mois, elle utilise sa carte de crédit. Au début, c'est facile, mais la dette s'accumule et les intérêts sur cette dette deviennent une dépense à part entière. C'est exactement ce que fait l'État français depuis 1974. Depuis 50 ans, pas une seule année le budget de la France n'a été à l'équilibre ou en excédent. 50 années de vie à crédit. Ce qui était autrefois une mesure exceptionnelle pour relancer l'économie en temps de crise est devenu la norme. Le déficit n'est plus un outil, c'est une drogue. Chaque gouvernement, de gauche comme de droite, a promis de rétablir les comptes. Et chaque gouvernement a échoué, repoussant le fardeau sur le suivant, un peu comme un joueur qui espère se refaire au prochain coup, tout en continuant de creuser son trou. Au cœur de cette spirale se trouve une idée profondément ancrée dans la culture française, le modèle social. Un système de protection envié dans le monde entier qui prend en charge la santé, l'éducation, les retraites et une myriade d'aides. C'est le ciment de la société, le garant de la paix sociale. Mais ce modèle a un coût exorbitant. La France détient le record du monde des dépenses publiques, représentant près de 60% de sa richesse nationale. C'est bien plus que la Grèce au sommet de sa crise. Pour financer ce système, la France détient aussi le record des prélèvements obligatoires. Mais même avec des impôts parmi les plus élevés de la planète, l'équation ne fonctionne plus. Les recettes ne suffisent pas à couvrir les dépenses. L'État-providence est devenu un État-providence à crédit. Chaque prestation sociale versée aujourd'hui est en partie payée par la dette, c'est-à-dire par les impôts futurs des enfants et petits-enfants. Le problème est aggravé par une maladie qui ronge l'économie française depuis des décennies, la désindustrialisation. Dans les années 70, l'industrie représentait plus d'un quart de l'économie. Aujourd'hui, c'est à peine 10%. Des usines ont fermé, des savoir-faire ont disparu, des millions d'emplois ont été délocalisés vers des pays à bas coût. Chaque usine qui ferme n'est pas seulement une tragédie locale, c'est un coup porté à la capacité du pays à créer de la richesse. Moins d'industrie, cela signifie un déficit commercial chronique.
La France achète plus à l'étranger qu'elle ne vend. Cet argent qui part à l'étranger ne revient pas pour financer les écoles ou les hôpitaux. Une économie qui repose de plus en plus sur les services et le tourisme est plus fragile. Elle perd sa base productive, celle qui lui permettrait de générer les excédents nécessaires pour un jour espérer rembourser sa dette colossale. Pendant des années, cette situation a pu perdurer grâce à un secret bien gardé. Ou plutôt, une drogue puissante administrée par une institution basée à Francfort, la Banque Centrale Européenne. Après la crise de 2008 et surtout celle de la dette en zone euro, la BCE a inondé le marché d'argent quasi gratuit. En maintenant ses taux d'intérêt à zéro, voire en territoire négatif, elle a permis à des pays comme la France d'emprunter des milliards sans que cela ne leur coûte presque rien. C'était une anesthésie parfaite. La douleur de la dette était masquée par des taux artificiellement bas. Les gouvernements pouvaient continuer à dépenser sans compter, sans être sanctionnés par les marchés financiers. Mais toutes les anesthésies ont une fin, et le réveil est brutal. L'inflation a fait son grand retour, obligeant la BCE à remonter ses taux d'intérêt à une vitesse inédite. Et soudain, le coût de la dette française a commencé à grimper en flèche. La facture de cette hausse des taux est astronomique. En 2021, la France payait environ 30 milliards d'euros d'intérêt sur sa dette. C'est ce qu'on appelle la charge de la dette. Pour 2024, cette charge est estimée à plus de 50 milliards. Et les prévisions pour les années à venir donnent le vertige, 70 voire 80 milliards d'euros par an. Cet argent ne finance ni écoles, ni hôpitaux, ni policiers. Il part directement dans la poche des créanciers, des fonds d'investissement et des banques qui détiennent les obligations françaises. C'est le premier budget de l'État, avant l'éducation nationale ou la défense. C'est un impôt invisible et implacable. Plus les taux montent, plus la charge de la dette explose et plus l'État doit couper dans ses autres dépenses ou augmenter les impôts. Ce qui freine l'économie et rend le remboursement de la dette encore plus difficile. C'est le début d'un cercle vicieux, un piège mortel. Les premiers à tirer la sonnette d'alarme ne sont pas les politiciens, mais les comptables du système financier mondial, les agences de notation, Standard & Poor's, Moody's, Fitch. Leurs noms sont connus du grand public depuis la crise grecque. Leur rôle est simple, évaluer la capacité d'un État ou d'une entreprise à rembourser ses dettes. Pendant des années, la France a bénéficié de la note maximale, le fameux AAA. C'était un signe de confiance absolue. Mais ce temps est révolu. Progressivement, la note de la France a été dégradée. Chaque dégradation est un avertissement. C'est comme si votre banquier vous disait « Attention, votre situation financière se dégrade, vous devenez un emprunteur plus risqué ». Pour les marchés, le message est clair. Prêter à la France n'est plus aussi sûr qu'avant. Par conséquent, ils exigent un taux d'intérêt plus élevé pour compenser ce risque. Chaque dégradation de la note se traduit donc par des milliards d'euros de charges de la dette en plus. Un autre parallèle troublant avec la Grèce réside dans la transparence des comptes publics. Avant sa crise, la Grèce était passée maître dans l'art du maquillage comptable pour cacher l'ampleur de ses déficits. La France n'en est pas là, mais une part importante de ses engagements financiers n'apparaît pas dans le chiffre officiel de la dette. On parle de la dette hors bilan. Le plus gros morceau concerne les futures retraites des fonctionnaires. L'État a promis des pensions, mais n'a pas mis de côté l'argent pour les payer. Il compte sur les futures générations de contribuables pour honorer sa promesse. Cet engagement représente plus de 1500 milliards d'euros, soit la moitié de la dette officielle. Si on ajoutait ces engagements, la véritable dette de la France dépasserait les 150% de son PIB. C'est une vérité comptable que personne ne veut affronter, car elle révèle que la situation est encore plus grave qu'il n'y paraît. Face à ce mur de chiffres, la question est « Pourquoi rien ne change ?» La réponse est simple, la paralysie politique. En France, toute tentative de réforme structurelle se heurte à une opposition féroce. La réforme des retraites, pourtant modeste, a mis des millions de personnes dans la rue. Tenter de réduire les dépenses télépubliques est perçu comme une attaque contre le modèle social, un sacrilège. Les syndicats sont puissants et la culture de la grève et de la manifestation est profondément ancrée. Aucun gouvernement ne veut prendre le risque d'un embrasement social, surtout à l'approche d'une élection. Il est politiquement plus facile de continuer à emprunter et de repousser les problèmes à plus tard. C'était précisément le mal qui rongeait la Grèce avant sa crise. Une classe politique incapable de prendre les décisions impopulaires mais nécessaires, piégée par le clientélisme et la peur de la rue. Le mouvement des Gilets jaunes, en 2018, a été un électrochoc. Il a révélé la profonde fracture entre une France des métropoles mondialisées et une France périphérique qui se sent abandonnée et écrasée par les taxes. Le détonateur était une simple taxe sur le carburant, une mesure écologique qui a été perçue comme la taxe de trop. La violence des manifestations a montré au pouvoir politique à quel point la corde était tendue.
Le consentement à l'impôt, fondement du pacte social, semblait se fissurer. Depuis, toute discussion sur une augmentation des taxes ou une baisse des aides est devenue explosive. Le gouvernement marche sur des œufs. Cette contrainte sociale et politique limite considérablement les options pour redresser les finances publiques. Comment demander plus d'efforts à une population qui se sent déjà à la limite de la rupture? C'est une impasse. Pour comprendre la singularité de la situation française, il faut la comparer à son voisin et partenaire historique, l'Allemagne. Pendant que la France accumulait les déficits, l'Allemagne menait des réformes douloureuses au début des années 2000, connues sous le nom d'Agenda 2010. Elle a flexibilisé son marché du travail, maîtrisé ses dépenses et renforcé sa compétitivité industrielle. Aujourd'hui, l'Allemagne a un taux de chômage bien plus bas, un commerce extérieur largement excédentaire et une dette publique bien plus faible, autour de 60% de son PIB. Les deux moteurs de l'Europe avancent à des vitesses différentes. L'un est un modèle de rigueur et d'épargne, l'autre est un modèle de dépenses et de dette. Cette divergence crée des tensions au sein même de la zone euro. Jusqu'à quand la locomotive allemande pourra-t-elle ou voudra-t-elle tirer un wagon français de plus en plus lourd? Mais la France n'est pas la Grèce, entend-on souvent. Et c'est vrai sur plusieurs points. L'économie française est beaucoup plus grande, plus riche et plus diversifiée. Elle abrite des champions mondiaux dans le luxe, l'aéronautique et l'énergie. Contrairement à la Grèce, elle n'a pas triché sur ses comptes pour entrer dans l'euro. Et surtout, la France est too big to fail, trop grosse pour faire faillite. Sa chute entraînerait l'explosion de la zone euro et une crise financière mondiale d'une ampleur inédite. C'est sa police d'assurance. Les marchés savent que, en cas de crise grave, la Banque centrale européenne interviendrait massivement pour sauver le soldat français. Mais cette assurance a ses limites. Elle repose sur la croyance que la situation finira par s'améliorer. Que se passera-t-il si les investisseurs perdent cette confiance? Le véritable danger n'est peut-être pas une crise brutale comme en Grèce, mais un mal plus insidieux, la japonisation. Depuis les années 90, le Japon est piégé dans une spirale de faible croissance, de déflation et de dette publique massive, dépassant les 250% de son PIB. L'économie stagne, l'innovation ralentit et la société vieillit sans espoir d'amélioration. La dette est si énorme que la Banque centrale est obligée de la monétiser, c'est-à-dire de la racheter massivement pour éviter un effondrement. C'est un déclin lent, une agonie économique qui s'étend sur des décennies. De nombreux indicateurs français pointent dans cette direction. Une croissance faible, un chômage structurel élevé et une dette qui semble hors de contrôle. La France pourrait ne pas faire faillite, mais être condamnée à une stagnation perpétuelle, perdant peu à peu son rang et son niveau de vie. Le vieillissement de la population est à l'accélérateur silencieux de cette crise. Comme dans la plupart des pays développés, la pyramide des âges en France s'inverse. Il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs pour financer leurs pensions. Le système de retraite par répartition, où les cotisations des travailleurs actuels perdent les pensions des retraités actuels, est une bombe à retardement démographique. Pour l'équilibrer, il n'y a que 3 solutions, toutes politiquement explosives. Augmenter les cotisations, ce qui pèse sur le coût du travail, baisser les pensions, ce qui est inacceptable pour les retraités, ou repousser l'âge de départ, ce qui provoque des grèves massives. Sans réforme courageuse, le déficit des retraites viendra s'ajouter au déficit de l'État, creusant encore davantage la dette pour les générations futures. Alors, quel est le déclencheur? Qu'est-ce qui pourrait transformer cette situation chronique en crise aiguë? Le premier suspect est une nouvelle crise financière mondiale. Une récession profonde comme celle de 2008 ferait chuter les recettes fiscales et exploser les dépenses sociales, comme l'assurance chômage. Le déficit et la dette s'envoleraient. Un autre scénario est un choc géopolitique majeur, une guerre ou une crise énergétique qui ferait flamber l'inflation et obligerait les banques centrales à maintenir des taux d'intérêt élevés pendant très longtemps. Mais le déclencheur le plus probable est plus subtil. C'est la perte de confiance. Le jour où les investisseurs, ceux qui achètent la dette française chaque semaine, se diront que le risque est trop grand. Ce jour-là, ils exigeront des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Et c'est là que la machine s'emballe. Ce phénomène a un nom, la boucle de la mort ou doom loop en anglais. C'est le mécanisme qui a failli emporter l'Espagne et l'Italie en 2012. Voici comment cela fonctionne. L'État français, très endetté, voit ses taux d'intérêt monter. Pour rassurer les investisseurs, il doit annoncer des mesures d'austérité drastiques. Coupe dans les dépenses, hausse d'impôts, mais ces mesures plombent la croissance économique. Avec moins de croissance, les recettes fiscales diminuent et le déficit se creuse à nouveau. En voyant cela, les investisseurs s'inquiètent encore plus et exigent des taux encore plus élevés. C'est un cercle vicieux autoréalisateur. Plus l'État essaie de s'en sortir, plus il s'enfonce.
À ce stade, le pays perd le contrôle de son destin et doit se tourner vers une aide extérieure, comme le Fonds monétaire international. C'est exactement le scénario grec. La question du qui détient la dette est cruciale. Contrairement au Japon, dont la dette est majoritairement détenue par ses propres citoyens et sa banque centrale, plus de la moitié de la dette française est détenue par des non-résidents, des fonds de pension américains, des compagnies d'assurance allemandes, des fonds souverains asiatiques. Cela signifie que la France dépend du bon vouloir d'investisseurs étrangers qui n'ont aucune loyauté nationale. S'ils décident aussi que la France n'est plus un bon investissement, ils peuvent vendre massivement leurs obligations françaises, provoquant une chute de leur valeur et une flambée des taux d'intérêt. Cette dépendance vis-à-vis des marchés mondiaux est un talon d'Achille. En cas de panique, le gouvernement français n'aurait que très peu de leviers pour stopper l'hémorragie, à part appeler au secours la Banque centrale européenne. Face à ce tableau, les solutions sont connues mais amères. Il n'y a pas de baguette magique. Pour s'en sortir, il faudrait un programme de réforme structurelle d'une ampleur inédite. D'abord, une maîtrise drastique des dépenses publiques, en questionnant l'efficacité de chaque euro dépensé. Ensuite, des réformes pour libérer le marché du travail et encourager l'investissement et l'innovation. Il faudrait aussi réformer en profondeur le système de retraite et l'assurance maladie pour garantir leur pérennité. Enfin, il faudrait une politique de réindustrialisation ambitieuse pour reconstruire une base productive solide. Tout cela demande une vision à long terme, du courage politique et surtout un consensus national. 3 ingrédients qui semblent aujourd'hui cruellement manquer dans le paysage politique et social français. Existe-t-il une porte de sortie plus facile ? Certains économistes et politiciens évoquent donc des solutions alternatives. L'annulation d'une partie de la dette, notamment celle détenue par la BCE. Mais l'Allemagne et les pays du nord de l'Europe y sont farouchement opposés, car cela créerait un précédent dangereux. Une autre option serait une inflation élevée et durable. L'inflation ronge la valeur réelle de la dette, la rendant plus facile à rembourser. Mais c'est un jeu risqué qui appauvrit les épargnants, pénalise les plus modestes et peut rapidement devenir incontrôlable. Enfin, il y a l'idée d'un fédéralisme européen avec un budget commun et des euro-obligations. Cela mutualiserait le risque mais exigerait que la France abandonne une part importante de sa souveraineté budgétaire. Aucune de ces solutions n'est simple ou sans douleur. Nous sommes donc à un carrefour. Le chemin actuel, celui de l'inaction et de l'endettement continu, mène à une impasse. Il ne se terminera peut-être pas par des scènes de chaos comme à Athènes, mais par un lent déclin, une perte de souveraineté et un appauvrissement progressif. Les décennies de vie à crédit arrivent à leur terme. Le réveil de la hausse des taux d'intérêt a sonné la fin de la récréation. La France est aujourd'hui confrontée aux conséquences de 50 ans de choix collectifs. Les prochaines années seront décisives. Le pays devra choisir entre des réformes difficiles et impopulaires ou la perspective de devenir le prochain grand malade de l'Europe, un géant économique au pied d'osier d'argile, paralysé par le poids de ses promesses passées. L'horloge tourne. Alors, la France est-elle la prochaine Grèce ? La réponse est non. Et oui, non, car la France possède des atouts économiques et une importance systémique que la Grèce n'a jamais eue. Une faillite française est aujourd'hui impensable car elle signerait la fin de l'euro. Mais oui, car la trajectoire est la même. La dynamique de la dette, les déficits structurels, la paralysie politique et le refus de voir la réalité en face sont des symptômes étrangement familiers. Le danger pour la France n'est pas la faillite de demain, mais la certitude du déclin si rien ne change. Le pays est face à un miroir que la Grèce lui a tendu il y a 10 ans. Il peut choisir de l'ignorer et de continuer sur la même route, ou il peut trouver le courage de changer de direction avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire n'est pas encore écrite, mais les premières pages du chapitre suivant sont en train de se noircir. La France peut-elle se réformer à temps, ou assistons-nous aux premières scènes d'une tragédie économique annoncée ? Partagez votre avis dans les commentaires.